Parfait. Donc, la capsule cette semaine, c'est sur les stimulants et j'ai mis perspective d'avenir parce que les données demeurent un peu émergentes pour une portion là, des traitements qui sont disponibles. J'ai pas de conflit d'intérêt là, pour cette présentation-là. Effectivement, avant de faire le plan et la présentation, on a tout le temps un petit quiz que je vais essayer de faire fonctionner. Parfait. Donc, vous devriez voir apparaître le sondage. Donc, vrai ou faux? C'est la question 2, mais c'est pas grave. On va faire la 2 avant la un. Donc, vrai ou faux, la gestion des contingences est l'approche psychosociale pour laquelle il y a le plus de données sur son efficacité dans le trouble d'usage aux stimulants. C'est encore quelques instants. C'est très bien parce que vous êtes à peu près à 50-50. Ça veut dire que c'est sûr que vous allez apprendre quelque chose. Puis la question 2, normalement vous devriez voir, donc vrai ou faux, les nouvelles données scientifiques justifient d'utiliser des psychostimulants de prescription en première ligne de traitement chez les patients souffrant de troubles d'usage à la cocaïne grave. On arrive. Ah, voilà, vous devenez venir le voir. Puis on est presque à 50-50 aussi, là, 45-55 pour ça. Euh, donc, normalement, vous devriez revoir la présentation. Je vais passer là, les slides pour le quiz. Donc, au niveau des objectifs, on va parler là, des grandes lignes de traitement du trouble d'usage aux stimulants. On va se familiariser avec certains traitements émergents, puis en faisant ce deuxième objectif, parler un peu là, de c'est quoi les perspectives d'avenir, qu'est-ce qui pourrait s'en venir là, pour le traitement des troubles d'usage aux stimulants. Un rappel, là, quand on parle de stimulants, les deux principales familles de substances illicites, c'est la cocaïne, qui est souvent là, soit sous forme de poudre ou de crack freebase là, quand elle est fumée, là, donc sous forme de petites roches, qui a son effet principalement là, en inhibant la dopamine, donc la recapture de dopamine, ce qui fait qu'il y en a plus dans les fentes synaptiques et qui a son effet. Puis une des spécificités, c'est que la demi-vie est assez courte de la cocaïne, donc ça dure environ 1 heure de demi-vie, ce qui est différent là, principalement des méthamphétamines, qui ont la demi-vie est 10 à 12 heures, là, ce qui est nettement plus long, donc l'intoxication dure aussi nettement plus longtemps. Quand on parle d'amphétamine, méthamphétamine, on fait plus référence au speed, au crystal meth, puis ça a un double effet, donc ça inhibe aussi la recapture de dopamine, mais ça augmente aussi là, sa libération directe, ce qui fait qu'il y a un double mécanisme d'action par rapport à la cocaïne. Puis, quand on parle de stimulants, ben, un rappel que les psychostimulants qui sont prescrits, les deux principales familles, c'est le méthylphénidate, qui inclut différentes formes, donc des courtes actions, puis des médicaments à action prolongée également. C'est la même molécule, mais sa mode de libération est différent. Puis, il y a la famille des amphétamines, il y a aussi de la courte action là, qui est sous forme de dextroamphétamine, puis des libérations prolongées, soit sous forme là, de sels mixtes d'amphétamine, dextroamphétamine, ou de 10-dexamphétamine, qui est en fait une promédication. C'est une médication qui a besoin d'être digérée par les enzymes digestives pour devenir efficace. Euh, Ce que je vais vous présenter, c'est principalement tiré là, de deux guides de pratique. Un qui vient de la Colombie-Britannique, qui date de 2022, qui est celui de gauche, puis un qui est américain, qui est sorti l'année dernière, donc qui est plus récent et qui parle davantage là, de la médication. Mais c'est important de garder en tête que c'est un guide américain, pas un guide canadien. Là, donc, il faut avoir ça en tête là, avant d'appliquer aveuglément leurs recommandations.
Au niveau des grandes lignes de traitement, pour l'intoxication, ce qu'on veut surtout, c'est gérer, puis laisser la personne un peu de temps pour gérer son intoxication. Donc, on va offrir un environnement sécuritaire, puis surtout gérer les complications potentielles. Donc, la cocaïne, les stimulants, ça a un effet vasoconstricteur, donc ça contracte les vaisseaux sanguins et ça peut donc créer des risques cardiovasculaires, que ce soit des infarctus, que ce soit des accidents cérébrovasculaires. Donc, on va s'assurer au niveau neurologique, au niveau cardiaque, que la personne demeure stable. Puis, il y a d'autres complications, dont les symptômes psychotiques, l'agitation et les TSS, cellulite, endocardite. Par rapport au sevrage, il n'y avait pas de molécule approuvée dans le traitement. C'est surtout un environnement sécuritaire, du soutien. Tout ce qui est sevrage, ça a un effet inverse à l'effet d'intoxication. Donc, un stimulant qui stimule, qui augmente l'état d'éveil, qui augmente le sentiment d'euphorie, ben, va créer des symptômes qui ressemblent beaucoup à de la dépression en sevrage et ça peut entraîner des fois des symptômes allant jusqu'à un risque suicidaire ou par moment, il faut avoir un environnement le plus sécurisé pendant cette période. Puis dans les périodes de sevrage, mais on pense toujours à prévoir l'après-sevrage, donc qu'est-ce que la personne va souhaiter une fois qu'il ne sera plus en sevrage. Les grands traitements au niveau psychosocial qui sont assez similaires, je vous dirais, là, dans les deux guidelines que je vous ai présentés. Donc, c'est la gestion des contingences qui a le plus de données. La gestion des contingences, petit rappel, là, c'est vraiment d'utiliser des renforçateurs positifs lorsque une personne atteint un objectif ciblé. Donc, ça peut aller d'avoir un dépistage urinaire négatif, donc de ne pas avoir consommé, puis ça peut aller aussi à être utilisé pour se présenter à certains rendez-vous, certains groupes de soutien. Puis les récompenses peuvent varier de être de l'argent à un tirage ou à d'autres récompenses qui sont prévues avec la personne. Euh, Idéalement, devrait y avoir une base de gestion des contingences dans le traitement du trouble d'usage au stimulant. Puis ça peut être combiné avec d'autres approches qui ont démontré là, une efficacité. Donc, il y a des approches de thérapie cognitivo-comportementale. Il y a des approches qui sont dites du modèle Matrix, qui est une combinaison, un modèle qui combine différentes approches, qui inclut de la thérapie cognitivo-comportementale, qui inclut aussi les 12 étapes, donc tout ce qui est mouvement CA, AA, etc. De l'éducation aux proches, à la famille, puis du counseling là, plus traditionnel. Donc, c'est une combinaison de différentes approches. Puis, il y a les approches de renforcement par la communauté qui se veulent en fait un certain coaching aux proches, à la famille, mais aussi aux amis, pour éviter en fait d'un côté renforcer ce qui sont les comportements de consommation et renforcer les moments où la personne ne consomme pas. Donc c'est un peu défaire le réflexe où quand la personne consomme activement, des fois on essaye de pallier puis d'éviter qu'ils aient trop de conséquences. Puis dès que la personne est dans une période où elle n'est pas intoxiquée, ben là, on lui passe un savon et puis on est fâché contre eux parce qu'ils nous ont fait vivre des choses difficiles. Alors que dans une approche de renforcement par la communauté, quand la personne est dans un état favorable, pas en consommation, ben, c'est là qu'on devrait profiter de ce temps-là avec lui, lui dire qu'on l'apprécie, faire une activité que la personne apprécie aussi pour venir un peu compétitionner avec les périodes de consommation et augmenter là, la valeur des périodes d'abstinence ou de diminution de consommation. Ça peut être combiné aussi avec des approches de réduction des méfaits, dont on a souvent quand même parlé, donc je ne redétaillerai pas par souci là, de temps. Et dans le guideline, ils mentionnent moins directement l'entretien motivationnel. Il faut aller fouiller un petit peu plus. Puis en fait, eux le présentent surtout comme une façon de favoriser la motivation à entrer dans le traitement. Personnellement, puis avec les différentes cas qui ont été présentés, je pense que le motivationnel, c'est bien de le voir, oui, dans l'entrée en traitement, mais aussi dans le maintien, puis dans le maintien de certains objectifs. Donc, je pense que ça peut tout à fait être intégré dans toutes les autres approches également. Je passe volontairement assez rapidement sur la portion psychosociale parce que c'est des choses qu'on a quand même beaucoup parlé là, dans les cas, dans les présentations de cas.
Et je vais vous parler un peu de la nouveauté, de la perspective d'avenir. C'est que historiquement, au niveau pharmacologique, c'est assez le désert pour les stimulants. Donc, officiellement, la réponse est assez courte, c'est qu'il n'y a aucun traitement approuvé au Canada. Mais dans les deux guidelines que je vous présente, ils suggèrent qu'il y a peut-être certaines molécules qui pourraient être essayées. Et c'est ce qui est nouveau et c'est ce qui peut-être éventuellement, dans l'avenir, va continuer à évoluer. Donc, si on regarde pour le guide de pratique qui a été fait en 2022, ce qui suggère, c'est de dire, ben, il y a tellement pas de traitements pharmacologiques qui peuvent être offerts qu'on a certaines molécules qui ont montré des signaux que ça pouvait être aidant. Puis, suite à une évaluation complète, selon le jugement clinique des cliniciens, puis selon aussi les préférences du patient, ben, on pourrait considérer un usage hors indication. Quand on dit hors indication, c'est que ce n'est pas approuvé par Santé Canada. Il n'y a pas eu suffisamment de données pour aller chercher une approbation officielle, ce qui fait que c'est important d'être plus prudent, de le dire à la personne à qui on le prescrit, puis de bien là, peser là, les pour et les contre. Puis les deux molécules ou combinaisons de molécules là, qui vont suggérer, c'est la mirtazapine. La mirtazapine, c'est un antidépresseur qui est utilisé en dépression, qui est approuvé pour la dépression, qui a comme effet secondaire aussi d'aider le sommeil. Et ensuite de ça, la combinaison de naltrexone et de bupropion. La naltrexone, c'est un médicament qui est utilisé assez fréquemment pour la gestion de la prévention de la rechute pour l'alcool. Et le bupropion, c'est un antidépresseur qui a un effet un petit peu plus stimulant, donc qui va jouer entre autres sur la dopamine et qui est aussi approuvé là, pour l'arrêt tabagique. Donc, c'est deux molécules qui avaient des données pour d'autres substances que les stimulants, puis il y a un peu de données que quand ils sont combinés ensemble, ça peut être aidant. Dans ce guideline-là, ils vont parler aussi de la prescription de stimulants, mais en disant que c'est pas vu comme un traitement, puis qu'il n'y a pas de données probantes en tant que telles, mais ont une section sur qu'est-ce qui peut être fait dans un possible idée d'usage de réduction des méfaits. Puis le guide plus récemment sorti, là, qui est le guide de pratique de l'ASAM, lui va un peu plus loin au niveau de la pharmacologie. Donc, comme je vous mentionne, ce n'est pas un guide canadien, c'est un guide américain. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'équivalent là, qui est sorti au Canada. On espère que ça va venir là, dans les prochains mois, années. Puis c'est important qu'ils vont mentionner que la pharmacologie peut être considérée, hein, c'est pas doit être considérée. Donc, on est très loin, par exemple, du trouble d'usage aux opioïdes où le traitement agoniste opioïde est la pierre angulaire du traitement. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose qu'on fait en première ligne. Toutes les approches psychosociales qu'on a parlé demeurent à l'avant-plan. Mais dans certains cas, ben, on peut évaluer justement est-ce qu'on essaye une pharmacologie. Puis à ce moment-là, ben, c'est important de bien évaluer les risques, les bénéfices, de bien évaluer c'est quoi l'impact sur les symptômes, c'est quoi l'impact du fonctionnement, est-ce que la personne adhère au traitement, c'est quoi les risques de mes usages. Donc, c'est pas quelque chose normalement qu'on fait sur un coin de table en disant je revois la personne dans 6 mois ou dans un an. Ça demande quand même un suivi un petit peu plus rapproché. Plus particulièrement pour les psychostimulants, ce que je vais vous présenter, normalement, les patients qui ont des psychoses ou qui ont fait des manies, c'est considéré qu'en général, il y a un plus grand risque des bénéfices parce que les psychostimulants peuvent augmenter les risques de psychose ou de manie. Donc, ils ne mentionnent pas de jamais le faire, mais en disant que généralement, c'est quand même un gros frein. Puis, dans la plupart des études, les gens qui avaient des troubles psychotiques étaient exclus également. Donc, on le sait un peu moins là, à quel point ça serait sécuritaire de le faire. L'autre volet important à dire, c'est que normalement, surtout pour les psychostimulants, ils vont mentionner que ça devrait être des cliniciens qui ont une certaine spécialisation en addiction, en toxicomanie, qui ont une expérience dans le domaine et qui ont aussi un mode de pratique qui permet une capacité de suivi serré. Donc, je le répète, ça ne devrait pas être fait juste je fais une prescription et on se revoit dans 6 mois. Il faut être capable de suivre l'impact sur les symptômes, sur le fonctionnement d'assez proche. Ce qu'ils vont mentionner, donc, ils le séparent pour les traitements non psychostimulants et psychostimulants.
Donc, par rapport à la cocaïne, ils vont parler du bupropion, qui est le même antidépresseur là, que l'autre guideline parlait, qui a un effet un petit peu plus stimulant, qui pourrait favoriser l'abstinence. Et comme c'est un antidépresseur et qu'il est aussi efficace là, pour aider à l'arrêt tabagique, bien, ils vont dire si on a quelqu'un qui a une combinaison de problématiques, donc un trouble d'usage à la cocaïne, qui est aussi fumeur ou qui a aussi des symptômes dépressifs, ben, c'est peut-être une façon de faire d'une pierre deux ou trois coups, puis on devrait y penser un petit peu plus. Il y a le topiramate qui est un anticonvulsivant qui peut être utilisé pour la réduction de la consommation. Puis c'est un médicament pour lequel il y a aussi des données pour l'alcool. Donc de la même façon, quelqu'un qui aurait une double problématique de trouble d'usage à la cocaïne et de trouble d'usage à l'alcool, ben, on peut peut-être y penser un petit peu plus. Un des enjeux avec le topiramate, c'est que pour qu'il soit bien toléré, ce médicament qui a quand même pas mal d'effets secondaires, il faut le commencer très lentement et ça prend plusieurs semaines là, à arriver à une dose efficace. Donc, c'est une des choses qui limite un peu son utilisation. Puis, il y a certaines personnes, même en faisant ça, là, qui tolèrent mal ce médicament. Au niveau des amphétamines, méthamphétamines, donc il y a le bupropion qui est donc le même principe, qui peut favoriser la réduction, surtout chez les gens qui ont une consommation qui va être dit de modérée à sévère, là, donc qui consomment plus qu'une journée sur deux, plus que 18 mois par mois. Il y a la combinaison de naltrexone-bupropion qui peut également favoriser la réduction de la consommation. Puis, étant donné là, que la naltrexone est approuvée pour l'alcool, le bupropion pour la dépression, pour l'arrêt de la nicotine, ben, quelqu'un qui cumulerait là, ces trois problématiques ou ces quatre avec le trouble d'usage aux amphétamines, ben, on pourrait penser un peu plus là, à cette combinaison-là. Le topiramate également pourrait utiliser le même principe que pour la cocaïne. Puis la myrtazapine, qui est l'antidépresseur qui peut aider au niveau du sommeil, pourrait aussi favoriser là, la réduction. Donc quand même quelques options qui peuvent être considérées lorsqu'il y a un trouble d'usage aux amphétamines, méthamphétamines. Pour la partie prescription de psychostimulants, donc je répète que c'est pas quelque chose qu'on fait en premier, que c'est pas quelque chose qui est approuvé en tant que tel, mais qui peut être considéré lorsque les gens, par exemple, ont eu soit des échecs ou sont pas capables là, de s'impliquer là, dans les traitements psychosociaux, puis qu'habituellement les gens qui ont des psychoses, qui ont des manies, ben, on est beaucoup plus sur le frein, puis on va moins y penser en tant que tel. Le modafinil, c'est un médicament qui a pour effet là, de promouvoir l'état d'éveil, là, donc dans certaines maladies là, comme la narcolepsie, avec un mécanisme quand même un peu complexe, mais qui va jouer sur la norépinéphrine, la dopamine. Ça peut augmenter la rétention en traitement, puis possiblement là, réduire l'usage. Mais ça semblait moins marcher chez les gens qui prennent de l'alcool. Donc, quelqu'un qui a aussi un trouble d'usage d'alcool, on y penserait moins au modafinil. Ensuite de ça, il y avait l'utilisation de sels d'amphétamine, donc de prescription là, de sels d'amphétamine, combiné avec du topiramate. Le topiramate qui pouvait aussi être considéré tout seul. Ça pourrait réduire la consommation de cocaïne, réduire les cravings également. Puis, étant donné que les sels d'amphétamine peuvent être approuvés pour le TDAH, ben, quelqu'un qui aurait un TDAH, qui a aussi un trouble d'usage d'alcool, ben, on pourrait penser à cette combinaison-là. Puis c'est aussi possible de penser aux amphétamines longue action pour promouvoir l'abstinence, puis d'y considérer encore plus lorsqu'il y a un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention, d'hyperactivité. Puis une des spécificités dans ce guideline-là, c'est qu'ils vont dire, bien, les données semblent montrer que pour aider le trouble d'usage, c'est plus la dose était élevée, plus ça semblait avoir des signaux que ça fonctionne. Donc, ils suggèrent de viser des doses maximales de TDAH, puis ils ouvrent la porte que ça pourrait peut-être être considéré d'avoir des doses un peu suprathérapeutiques, un peu plus hautes que les doses qu'on donnerait pour un TDAH. Puis pour la cocaïne, ben, ils ne vont pas parler là, du méthylphénidate, qui est l'autre psychostimulant. Pour les gens qui ont un trouble d'usage de la famille des amphétamines ou des méthamphétamines, c'est davantage le méthylphénidate qui va être utilisé, toujours à longue action, pour réduire l'usage. Puis les considérations là, ce qui nous ferait penser un peu plus à pouvoir l'utiliser, c'est encore une comorbidité avec le TDAH,
quelqu'un qui a un usage quand même régulier, là, donc minimum 10 jours et plus par mois. Puis de la même façon, ils vont ouvrir la porte de dire qu'il faut peut-être viser les doses supérieures du range thérapeutique pour le TDAH et possiblement un petit peu supérieures. Puis ils ne vont pas faire de recommandations là, pour les amphétamines de prescription. Euh, Pourquoi on voulait présenter ces nouvelles données-là, même si c'est des données américaines, c'est qu'il y a eu quand même quelques cas aussi là, dans la saison où c'était un des questionnements que les gens avaient. Là. Il y a un trouble d'usage, il a essayé plusieurs choses, et puis on se demandait est-ce qu'il y a des traitements pharmacologiques qui peuvent aider. C'est souvent difficile de faire des recommandations formelles parce que c'est très émergent pour l'instant. C'est à considérer, c'est du cas par cas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait d'emblée, mais je pense que c'est bien que vous sachiez qu'il y a ces signaux-là qui sont envoyés, puis de rester à l'affût de ce qui va éventuellement sortir dans d'éventuels guides de pratique canadiens. Pour vous donner un peu plus aussi de perspective d'avenir, là, il y a une grosse étude en cours là, sur plusieurs sites qui essayent de répondre justement à cette question-là de est-ce que les psychostimulants peuvent aider dans le traitement du trouble d'usage aux stimulants. Dans le cas de cette étude-là, c'est principalement là, sur le trouble d'usage aux méthamphétamines. Et l'idée, c'est de se dire, bien, il y a certains signaux qui montrent que l'utilisation de psychostimulants peut aider. Plus les doses dans les études étaient élevées, plus il semblait y avoir un effet potentiellement bénéfique. Bien, si on donnait des doses beaucoup plus fortes parce que les gens ont une grande tolérance, est-ce qu'on aurait un effet plus important? Puis est-ce qu'on serait davantage capable de réduire la consommation? Donc, ce projet de recherche-là, le titre est assez long, donc souvent on utilise l'acronyme qui est le projet ASCME, mais vient essayer de répondre à cette question-là, de si on donnait des hautes doses de lisdexamphétamine, donc jusqu'à 250 mg, pour donner un ordre d'idée, normalement la dose maximale thérapeutique, c'est 70 mg, donc on est à un peu plus là, que 4 fois la dose qui est utilisée là, dans le trouble déficitaire de l'attention et qu'on utilise aussi la gestion des contingences, étant donné que c'est l'approche psychosociale qui a le plus de données là, scientifiques. Seul ou en combinaison là, avec un traitement TAO, c'est traitement as usual, donc c'est le traitement que la personne aurait eu habituellement, qui est souvent là, des rencontres à chaque semaine avec un professionnel en dépendance. Est-ce qu'on va pouvoir réduire l'utilisation de méthamphétamine? Donc, c'est un essai clinique randomisé à double insu pour la lisdexamphétamine, ce qui veut dire que ni l'équipe qui fait la recherche, ni le patient sont au courant s'ils ont le placebo ou la lisdexamphétamine. Puis, ben, pour la gestion des contingences, là, c'est une étude ouverte, dans le sens que c'est difficile pour le patient et pour le clinicien de ne pas savoir s'ils reçoivent la récompense ou pas. Là, donc, c'est pas possible là, de faire un double insu là, de ce côté-là. Il y a 4 bras à cette étude-là. Donc, il y a le traitement comme on ferait d'habitude, sans contingence, puis placebo, donc qui est vraiment juste le traitement as usual. Il y a le traitement as usual combiné avec la liste d'examphétamine seule. Il y a le traitement as usual combiné avec un placebo, puis la gestion des contingences. Donc, c'est seulement la gestion des contingences qu'on rajoute. Puis le quatrième bras, ben, c'est la combinaison de toutes ces approches-là. Donc, le traitement as usual, des hautes doses de lisdexamphétamine, puis la gestion des contingences. Puis, c'est un essai là, qui se fait sur 15 semaines d'intervention. Puis, il y a 4 semaines par la suite où le médicament est enlevé, puis où il y a un suivi là, de l'évaluation post-intervention. Donc, ça, c'est en cours sur plusieurs sites au Canada, dont un site là, qui est au CHUM. Je vous en parle pour voir un peu ce qui s'en vient comme étude. On ne sait pas encore ça va être quoi le résultat, donc c'est important de garder en tête que c'est un projet de recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'on ferait hors projet de recherche, de donner des aussi grosses doses. Ben, on va savoir, ça prend tout le temps quelques années à avoir les résultats, là, donc on va savoir si c'est une avenue à garder en tête ou si à l'inverse, ça ne change pas grand-chose. Donc on va le savoir dans les années qui viennent. Donc, ça résume les grandes lignes. Je vais refaire, il faut qu'on fasse le post-quiz. Donc, je vais essayer de partir le sondage. Donc, si je repars la question 1,
Donc, vrai ou faux, les nouvelles données scientifiques justifient d'utiliser les psychostimulants de prescription en première ligne de traitement chez les patients souffrant d'un trouble d'usage de la cocaïne grave. Donc, la grande majorité, vous avez quand même bien écouté. Donc, la réponse est faux, hein, dans le sens que c'est pas un traitement de première ligne. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire d'emblée. C'est quelque chose qui, dans certaines situations, peut être considéré, mais c'est pas quelque chose justement qu'on fait d'emblée en première ligne comme première intervention. Puis, la question numéro 2. La gestion des contingences est l'approche psychosociale pour laquelle il y a le plus de données sur son efficacité dans le trouble d'usage aux stimulants. Puis là, vous êtes à 97% vrai, puis c'est la bonne réponse est effectivement vraie. Puis c'est un des enjeux où entre ce que la science nous dit et ce qui est fait en pratique, hein, il y a assez peu de programmes là, qui vont utiliser là, de la gestion des contingences, alors que c'est ce pourquoi on a le plus de données. Voilà, donc je vous ai mis les références et on va avoir quelques minutes pour des questions s'il y en a. Je vais enlever